Alors, nous allons commenter ici le texte, le paragraphe 11 du livre 3. C'est un texte qui a trait à la première des trois règles que nous avons évoquées dans la vidéo introductive, à savoir la règle de la pensée. On se souvient que pour Marc Aurèle, il convenait de mener sa vie selon trois règles. Il y avait trois choses en nous à discipliner. Discipliner la pensée, la façon dont notre pensée se rapportait aux choses. Discipliner le désir et discipliner l'action. Là, il va s'agir de la première de ces trois règles, à savoir comment est-ce qu'on discipline sa pensée de façon à ce qu'elle ne nous rende pas malheureux. Bon, je vais commencer par lire le texte et ensuite je vais le commenter. Donc, paragraphe 11. Au précepte dont j'ai déjà parlé, qu'un autre encore soit ajouté. Se faire toujours une définition et une description de l'objet dont l'image se présente à l'esprit, afin de le voir distinctement, tel qu'il est en sa propre essence, à nu, tout entier à travers tous ses aspects, et de se dire en soi-même le nom particulier qu'il a, et les noms des éléments dont il est composé, dans lesquels il se résoudra. Rien, en effet, n'est à ce point capable d'élever l'âme, comme de pouvoir discerner, avec méthode et vérité, chacun des objets rencontrés dans la vie, de toujours les considérer de telle façon qu'on puisse examiner en même temps quelle utilité tel objet fournit et à quel univers, quelle valeur il a par rapport à l'ensemble, et quelle valeur aussi par rapport à l'homme, ce citoyen de la plus éminente cité, dont les autres cités sont comme les maisons. Il faut aussi se demander quel est cet objet, de quels éléments il est composé, combien de temps doit naturellement durer cet objet qui occasionne présentement en moi cette représentation, de quelle vertu j'ai besoin par rapport à lui, de douceur par exemple, de courage, de bonne foi, de simplicité, de maîtrise de soi, etc. Voilà pourquoi il faut pouvoir se dire en toute occurrence, ceci vient de Dieu, cela tient au groupement et au fil enroulé des événements, à la rencontre occasionnée par leur suite, et au hasard aussi. Ceci vient d'un concitoyen, d'un parent, d'un compagnon, qui toutefois ignore ce qui est pour lui conforme à la nature. Mais moi, je ne l'ignore point, et c'est pour cela que je le traite, selon la loi naturelle de la société, avec bienveillance et justice. Néanmoins, je vise en même temps, dans les choses indifférentes, à leur attribuer leur valeur relative. Alors, le texte n'est pas évident. Je vous disais juste avant de le lire que ce texte, globalement, il tournait autour de la question de la direction de la pensée. Comment est-ce que je vais régler ma pensée de façon à ce qu'elle ne risque pas de me rendre malheureux? Vous voyez dans la deuxième ligne, la formulation générale du précepte qui donne, c'est se faire toujours une définition et une description de l'objet dont l'image se présente à l'esprit, afin de le voir distinctement tel qu'il est en sa propre essence. Donc si vous voulez, le principe de cette règle, c'est de s'efforcer de voir les choses telles qu'elles sont. Ça renvoie au principe dont j'avais parlé quand j'avais expliqué les 5 premiers paragraphes du manuel d'Épictète, c'est-à-dire l'idée de ne pas ajouter à la description des choses des jugements de valeur qui sont étrangers aux choses et aux événements. Ne pas se dire, par exemple, à propos de la mort d'un proche, c'est malheureux. Simplement se dire, j'ai perdu cette personne. Vous voyez la suite de la phrase, hein? Donc voir l'objet donc à nu tout entier à travers tous ses aspects, et se dire en soi-même le nom particulier qu'il a, et les noms des éléments dont il est composé et dans lesquels il se résoudra. Alors ici, on voit apparaître une méthode de décomposition qui est très fréquente dans les pensées de Marc Aurèle. C'est que Marc Aurèle s'enjoint à lui-même de décomposer mentalement les objets afin de réduire ou bien le potentiel attractif, ou bien au contraire le potentiel dégoûtant qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire, par exemple, s'il se surprend à désirer un objet qui dépend du destin. Par exemple, désirer, je sais pas, pourquoi pas une femme qui n'est pas en son pouvoir de séduire. Ou désirer un plat auquel il n'a pas accès pour le moment. Eh bien, la méthode qu'il va avoir, ça va être de se souvenir de quoi est faite la chose qu'il désire, pour arrêter de la désirer. Par exemple, se dire, au fond, qu'est-ce que c'est que, je sais pas, ce burger dont j'ai envie? Bon, évidemment, le burger n'existait pas à son époque, c'est anachronique. Mais qu'est-ce que c'est ce burger dont j'ai envie? Bah, c'est juste du pain qui a été traité de façon industrielle. C'est le cadavre d'un animal qui a contenu du sang, qui a contenu des viscères, des nerfs, etc. Et c'est une tomate qui a été tranchée en morceaux par une machine. Au fond, hein, ce burger, c'est juste ça. C'est juste ces ingrédients qui, séparément, ne me font pas envie. Donc une fois que j'ai réduit la chose à ces différents éléments, je comprends qu'elle n'est pas vraiment désirable. Seulement, cette même technique peut être appliquée vis-à-vis de choses qui nous dégoûtent ou
qui nous intéressent pas, alors qu'on est contraint de s'y intéresser. Par exemple, si en tant que soldat, et Dieu sait que Marc Aurèle a dû faire la guerre dans sa vie, hein, on en reparlera, si en tant que soldat je suis dégoûté à l'idée de manipuler le cadavre d'un homme, je peux me dire que ce cadavre il est simplement composé de membres qui sont également présents dans mon corps. Il y a des mains, il y a des jambes, il y a des fragments de crâne, des os, mais toutes ces choses-là se trouvent également dans mon corps, donc au fond, je n'ai aucune raison de manquer au devoir que j'ai en tant que soldat de ramasser ce corps d'un camarade et d'aller par exemple l'enterrer ou lui rendre des devoirs religieux. Donc vous voyez, cette méthode de décomposition, elle permet de casser les jugements de valeur qui peuvent entraver notre action ou qui peuvent nous rendre la vie plus difficile. Alors, la méthode de décomposition n'est pas la seule qui va mentionner dans ce texte. Dans la phrase suivante, on en aperçoit une autre. Celle qui consiste à relier la chose qu'on désire ou au contraire qu'on craint à l'univers entier. Donc je relis la phrase suivante. Donc c'est ligne 7 de la page 53. Rien, en effet, n'est à ce point capable d'élever l'âme, comme de pouvoir discerner avec méthode et vérité chacun des objets rencontrés dans la vie, de toujours les considérer de telle façon qu'on puisse examiner en même temps quelle utilité tel objet fournit et à quel univers, quelle valeur il a par rapport à l'ensemble, et quelle valeur aussi par rapport à l'homme, ce citoyen de la plus éminente cité, dont les autres cités sont comme les maisons. Alors ici, on a beaucoup de choses à déplier. Vous voyez apparaître finalement deux idées. Première chose, tous les événements que nous rencontrons et toutes les choses que nous rencontrons, il faut les rapporter à l'économie générale de l'univers. On se souvient que les stoïciens sont fatalistes, ils pensent que ce qui arrive devait nécessairement arriver, de toute éternité, et donc il faut se dire que, de loin en loin, le moindre événement qu'on rencontre, que ce soit un événement d'ampleur planétaire, comme par exemple, je sais pas, une guerre mondiale, ou un événement minuscule, comme le fait que j'ai écrasé par mégarde un ver de terre en marchant, ces deux événements participent à l'économie de l'univers. C'est-à-dire que, de toute façon, on n'aurait pas pu les retrancher de cette gigantesque chaîne qu'est l'univers, de sa naissance à son extinction. Donc, c'est aussi une méthode pour ne rien regretter. C'est-à-dire que chaque événement pris indépendamment des... Enfin, non pas pris indépendamment, mais justement, pardon, chaque événement relié aux autres montre sa nécessité. Il n'aurait pas pu y avoir le futur sans tout ce qui compose actuellement le présent, du plus petit événement au plus grand. Donc, quand on rapporte l'événement ou qu'on rapporte la chose à l'univers entier, on se rend compte qu'il n'y a pas lieu de regretter ce qu'on juge, ce qu'on peut juger mauvais, et il n'y a pas lieu de désirer finalement autre chose que ce qui s'est passé. Parce que tout est nécessaire et donc tout contribue à cette harmonie générale de l'univers. Arrêtez, ah, c'est bon. Dans la vision du monde des stoïciens, vous avez cette idée que rien ne doit être méprisé parce que de loin en loin, tout contribue à l'unité de l'univers. L'univers, pour les stoïciens, c'est, alors ça je l'ai pas dit avant, donc je l'explique, dans la représentation du monde des stoïciens, il y a l'idée que l'univers est un, c'est pas plusieurs parties, c'est une chose, et c'est un grand vivant, c'est un grand animal. Alors c'est une thèse très surprenante qu'on n'a pas forcément le temps d'expliquer dans l'immédiat, mais ce qu'il faut retenir, c'est cette idée que l'univers il est cohérent de bout en bout et que rien ne saurait en être retiré sans affecter le tableau d'ensemble. Et qu'en fait, pour avoir ce que vous appréciez éventuellement dans la vie, il faut aussi avoir les événements que vous regrettez. Donc finalement, si vous voulez prendre une image, on n'aurait pas pu avoir les applications civiles du nucléaire sans avoir cette regrettable catastrophe qui a été Hiroshima. Alors c'est un peu brutal dit comme ça, mais c'est un petit peu l'idée de Marc Aurèle, c'est que de toute façon, vous pouvez rien retrancher de la chaîne des événements, vous pouvez rien enlever. C'est de ça qu'il veut parler quand il dit hein, toujours considérer l'utilité que tel objet fournit et à quel univers. Enfin, là, vous voyez dans la fragment de phrase suivante, quelle valeur l'objet ou l'événement a par rapport à l'ensemble. Bah, cette valeur, c'est celle d'une chose qu'on ne saurait retirer, qu'on ne peut pas retirer, parce que tout événement s'inscrit dans les décisions de la Providence. Dans cette gigantesque chaîne d'événements qui a été tissée par la Providence, on reviendra sur cette métaphore du tissage qui est en fait à prendre assez littéralement. Et donc, il n'y a pas lieu de regretter ce qui arrive ou de désirer autre chose que ce qui est arrivé. Maintenant, je m'intéresse à la fin de la phrase où Marc Aurèle nous dit, hein, il faut considérer quelle valeur aussi a l'événement par rapport à l'homme, ce citoyen de la plus éminente cité, dont les autres cités sont comme les maisons. Alors ici c'est intéressant parce que vous voyez une nouvelle métaphore apparaître pour désigner l'univers, qui est la métaphore de la cité. Euh, Par cité, Marc Aurèle ne veut pas parler d'un ensemble urbain,
Nous, par cité, on entend vraiment une sorte de ville, ou dans certains cas, la cité, c'est le quartier, quoi, comme on dit dans la langue populaire. Non, par cité, ce qui désigne, c'est plutôt un ensemble social, c'est-à-dire des hommes qui travaillent ensemble, qui vivent ensemble, et qui se posent des questions ensemble pour mieux vivre. C'est l'activité politique. Bon. Et donc, la cité, c'est l'image de l'interdépendance de toute chose. Le fait que toute chose, enfin chaque chose, a besoin de toutes les autres pour pouvoir exister. De même que dans la cité, chaque homme individuel a besoin de l'action de tous les autres pour continuer à exister. Chaque homme a besoin des soldats pour le protéger, des boulangers pour lui fournir du pain, des maçons pour lui fournir une maison, des professeurs pour lui apprendre à réfléchir, etc. Chaque homme dépend de tous les autres hommes. Et donc, ça c'est une métaphore de l'univers. Chaque objet, chaque chose de l'univers et chaque événement de l'univers présuppose tous les autres objets, tous les autres événements pour exister. D'où finalement l'idée que bah voilà, l'univers est cohérent, c'est un ensemble cohérent et c'est pas des choses qui ont rien à voir les unes avec les autres. Dans la phrase suivante, Marc Aurèle va approfondir sa méthode de destruction des jugements de valeur, hein. Il nous dit, il faut aussi se demander quel est cet objet, de quels éléments il est composé. Donc ça, on l'a déjà vu, je reviens pas dessus, hein, c'est la méthode de décomposition. Combien de temps doit naturellement durer cet objet qui occasionne présentement en moi cette représentation? De quelle vertu j'ai besoin par rapport à lui? De douceur, par exemple, de courage, de bonne foi, de simplicité, de maîtrise de soi, etc. Ok, ici, on a deux approfondissements de la méthode de décomposition. D'abord, un premier approfondissement lié à la temporalité. Marc Aurèle nous dit que quand on s'afflige ou au contraire qu'on désire un objet, il faut considérer sa durée. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer ou pas? Imaginez que vous désiriez un objet. Je sais pas, un instrument de musique. Moi, je suis musicien, j'aime beaucoup les instruments de musique, j'aime bien les accumuler. Marc Aurèle me dirait que alors, ce désir est évidemment pas raisonnable, puisque si je n'obtiens pas ce que je veux, je risque d'être malheureux. Mais aussi, il faut considérer que l'instrument de musique, j'aurais pu prendre n'importe quel autre objet, hein, une voiture, une maison, ce que vous voulez, c'est pas quelque chose de durable dans le temps. C'est quelque chose qui va s'effriter, qui va tomber, à un moment qui va être réduit en poussière. Et donc l'argument sous-jacent, c'est que quelque chose qui n'est que durable, bah, finalement, il vaut pas forcément le coup d'être désiré. Pardon, quelque chose qui n'est pas durable, excusez-moi, hein, quelque chose qui n'est pas durable, il vaut pas forcément le coup, puisque au fond, ce n'est que poussière et ça va redevenir poussière, pour citer la Bible. Euh, c'est quelque chose qui m'afflige, au contraire, quelque chose qui me fait de la peine. Par exemple, je sais pas, quelqu'un que je déteste qui est rentré dans ma vie, je sais pas, je me rends compte que je déteste mon supérieur hiérarchique au boulot, eh bien je dois me rendre compte que cet homme aussi est mortel, que un jour il retournera à la poussière. Et donc vous voyez, cette idée de fixer une temporalité précise à l'objet, de se souvenir de la durée des choses, ça permet aussi de, si vous voulez, les relativiser, de prendre en compte finalement leur fragilité et le fait qu'elles sont éphémères. Inversement, si c'est quelque chose d'éternel qui m'afflige, si par exemple je suis très fâché de, je sais pas, la mauvaise météo du pays où je vis, si je vis en Bretagne et que ça me fait chier qu'il pleuve tout le temps, eh bien là encore j'ai un motif de réconfort, puisque finalement je dois me dire que j'ai pas lieu de m'affliger de quelque chose qui ne va jamais changer. À quoi bon finalement se rendre triste si on a en face de soi quelque chose qui relève de, bah, enfin, quelque chose qu'on peut pas changer, vous voyez? Donc finalement, que la chose qui m'afflige soit fragile ou qu'au contraire elle soit éternelle, ou elle soit récurrente, j'ai pas lieu de m'en affliger. Non. Et on tient le même raisonnement si c'est une chose qui nous plaît, qu'on aime. Si c'est une chose qu'on aime ou un événement qu'on aime, bon bah si cette chose est fragile, il faut se souvenir que puisqu'elle est fragile, elle a peu de valeur. Et si elle ne l'est pas, si par exemple c'est, je sais pas, la beauté d'un paysage naturel qu'on contemple et à laquelle on s'attache, il faut se dire que bah, précisément elle est éternelle, donc il n'y a pas lieu de vouloir la conserver puisqu'elle se conserve seule. Donc vous voyez cette méthode de la temporalité, de dire finalement, quelle que soit la temporalité de l'objet, que ce soit une chose passagère ou pas, de toute façon, il n'y a pas lieu de s'y attacher. C'est ça que veut dire Marc Aurèle. Deuxième méthode, se souvenir de quelle vertu on a besoin par rapport à l'objet. Ici, il est en train de nous dire que par rapport à une chose ou un événement, ou plutôt par rapport aux événements, il y a toujours un bon rapport. Qu'en fait, n'importe quel événement est l'occasion pour l'homme sage d'exercer une certaine vertu. Que aucun événement ne nous force à un comportement médiocre. Même un grand malheur, par exemple, n'est pas un mal, puisqu'un grand malheur, c'est l'occasion de manifester une certaine vertu, par exemple la patience, l'endurance ou le courage, et donc de pouvoir surmonter l'événement. Au fond, l'événement tragique est pour le sage l'occasion de se montrer bon, de se montrer vertueux. Et donc ce n'est pas un mal pour lui.
Parce que, par exemple, le fait de devoir perdre un proche est l'occasion pour le sage de faire preuve de vertu, de faire preuve de ce bien qu'est l'endurance ou la résilience, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas un mal. Ce n'est pas un mal puisque c'est l'occasion de montrer un bon comportement. Vous voyez? Donc, ici, l'idée sous-jacente, c'est vraiment, à tout événement, il y a une vertu qui peut être attachée, un bon comportement qui peut être attaché, et ça veut dire que, bah, pour nous, il n'existe pas de mot. C'est la même chose dans, si vous voulez, dans les lignes suivantes, que je vais relire parce qu'il y a beaucoup de choses à déplier. Donc, dans toute cette fin du texte, Marc Aurèle nous donne des exemples de discours intérieurs qu'on peut se tenir face aux événements. Il va montrer donc plusieurs phrases qui vont à chaque fois chercher la cause d'un événement qui peut nous affliger, qui peut nous rendre tristes. On a trois phrases, hein, entre guillemets. Ceci vient de Dieu. Ceci tient au groupement et au fil enroulé des événements, à la rencontre occasionnée par leur suite et au hasard aussi. Ceci, troisièmement, vient d'un concitoyen, d'un parent, d'un compagnon, qui toutefois ignore ce qui est pour lui conforme à la nature. Vous voyez, dans les trois cas, on a l'idée que ce qui nous arrive, ça vient d'une cause extérieure qu'on ne peut pas maîtriser. Et cette cause extérieure n'est pas mauvaise en elle-même, ne peut pas nous faire de mal en elle-même. Première phrase, ceci vient de Dieu. Un événement, je sais pas, un événement tragique, ou pas d'ailleurs, moins grave, hein, on a perdu son travail, bon, bah, il faut arriver à se dire, hein, pour Marc Aurèle, que c'est un événement qui a été envoyé par une providence qui est sage, qui est bonne, et donc il ne faut pas s'en affliger. Deuxième phrase, cela tient au groupement et au fil enroulé des événements, à la rencontre occasionnée par leur suite, et au hasard aussi. Alors, je reviens sur cette métaphore du fil, parce qu'elle revient très souvent dans les pensées de Marc Aurèle, le fil enroulé des événements. Les stoïciens se représentaient la suite des événements qui arrivent dans le monde comme un tissu. Vous voyez, un tissu où chaque maille du tissu va être accrochée à la maille précédente. Ça, c'est une métaphore qui vient de la religion grecque. Puisque pour les Grecs, il existait trois divinités qu'on appelait les moires, M-O-I-R-E-S, Moiras en grec, Moirai, pardon, Moirai. Et donc, dans les moires, vous avez deux divinités qui vont filer et tisser le tissu des événements, le vêtement des événements, entre guillemets, et une troisième qui va couper ce fil. Donc évidemment, c'est une métaphore pour la vie humaine. La vie humaine, elle a un début, c'est le filage. Elle connaît une suite d'événements. Il se passe des choses dans votre vie, hein. Vous grandissez, vous vous mariez, vous avez un travail, vous vieillissez, etc. Donc ça, c'est vraiment le tissage. Et ensuite, le fil est coupé, le fil du destin est coupé, c'est-à-dire que vous mourrez. Bon. Et donc ces trois divinités, c'était celles qui présidaient aux destinées. Elles symbolisaient le destin. Et donc, quand Marc Aurèle parle du fil enroulé des événements, il fait vraiment allusion à l'action de ces trois déesses qui, dès le départ, ont en main votre destinée. Donc ici, l'argument, c'est pourquoi s'affliger de votre destin? D'abord, dans la mesure où il est tissé d'avance. Il est tissé d'avance, donc finalement, je ne peux pas vraiment changer son cours. Et deuxièmement, pourquoi s'en affliger dans la mesure où chaque maille euh, dépend des autres? Chaque maille est tissée et entrelacée avec celle qui précède et celle qui suit. Si vous avez déjà regardé un tissu de près, hein, ça par exemple, ben, on voit que dans le tissu, chaque maille dépend des autres mailles. Donc finalement, je ne dois pas désirer autre chose que ce qui arrive, puisque il n'arrive que ce qui doit arriver. Troisième phrase, ceci vient d'un concitoyen, d'un parent, d'un compagnon, qui toutefois ignore ce qui est pour lui conforme à la nature. Alors ici, on a une troisième, j'allais dire méthode de relaxation, c'est complètement abusif et impropre comme formule, mais on a une troisième méthode de relativisation des événements. Imaginons que quelqu'un m'insulte ou que quelqu'un se comporte mal à mon égard, hein, ça peut nous arriver dans la vie de tous les jours. Euh, le philosophe ne doit pas s'en affliger, il ne doit pas se mettre en colère, il ne doit pas insulter, il ne doit pas chercher à se venger, il doit comprendre la cause réelle de ce comportement. La cause réelle, c'est un homme qui ne comprend pas sa propre nature, qui ne comprend pas la nature des choses. J'explique. Pourquoi on peut nous insulter? Quelqu'un qui nous insulte, c'est d'abord quelqu'un qui ne comprend pas sa propre nature à lui. Pour les stoïciens, notre nature, c'est d'être des êtres rationnels, d'être guidés par la raison. Hein. Notre âme, elle contient ce qu'ils appellent une partie directrice, c'est la partie qui maîtrise tout le reste de l'âme, c'est la raison. Et donc, quelqu'un qui nous insulte, c'est quelqu'un qui se laisse guider par ses émotions, mais pas par sa raison. Hein. S'il était guidé par sa raison, il chercherait à discuter avec nous. Mais celui qui insulte, il est guidé par ses émotions.
Et deuxièmement, celui qui insulte, il croit que les choses auraient pu se passer autrement. Il croit que, par exemple, je sais pas, s'il nous insulte parce qu'on lui a coupé la route sur l'autoroute, il croit qu'on aurait pu faire autre chose. Et donc ça veut dire que insulter, c'est manifester le désir que les choses se passent autrement. Ça, évidemment, pour le stoïcien, hein, vous l'avez compris, c'est absurde. Il faut renoncer à ce désir que les choses se déroulent autrement qu'elles ne se passent. Donc voilà, l'homme qui nous fait du mal, finalement, c'est quelqu'un qui ne se comprend pas lui-même et quelqu'un qui ne comprend pas la façon dont fonctionne l'univers. C'est pour ça que on ne doit pas se mettre en colère contre lui, on ne doit pas chercher à lui faire du mal à notre tour, hein. Encore une fois, c'est très drôle parce que vous voyez une sorte de conjonction entre ce que disent les stoïciens et ce que disent les chrétiens en particulier, mais pour des raisons très différentes. Le Christ, il dit aux gens, il faut pardonner parce que Dieu, il vous a pardonné vos péchés à vous, et donc il faut vous rendre semblable à Dieu. Les stoïciens, ils disent aussi quelque part, il faut pardonner, mais pour des raisons très différentes. Ils disent, il faut pardonner parce que si je pardonne pas et si je fais la même chose que celui qui m'a insulté ou celui qui m'a blessé physiquement, alors je vais me rendre moi-même malheureux. Puisque, encore une fois, ça reviendra à exprimer des désirs qui ne sont pas raisonnables, hein. Euh, donc vous voyez, avec les stoïciens, on est dans une perspective quand même plutôt immanente. Celui qui se comporte mal, c'est celui qui ne comprend pas quelque part son propre intérêt et son propre bonheur. Alors que celui qui se comporte mal dans le contexte chrétien, c'est celui qui manque au devoir que lui impose la divinité. Bon, donc on est sur des prescriptions relativement semblables, hein. Il faut pardonner, il faut éviter de faire aux autres ce qui nous inflige, mais pour des raisons très différentes. Et donc, Marc Aurèle conclut sur ce thème du rapport aux autres, hein. Il nous dit dans les phrases suivantes, mais moi, je ne l'ignore point, c'est-à-dire, moi, je connais ma propre nature d'être rationnel qui essaye de s'accorder au destin. Hein, moi, je ne l'ignore point, et c'est pour cela que je le traite. Donc, je traite la personne qui m'a insulté ou qui m'a fait du mal, selon la loi naturelle de la société, avec bienveillance et justice. Alors, par loi naturelle de la société, il faut bien sûr entendre loi de la société humaine en tant qu'elle est peuplée par des êtres raisonnables. Donc, loi naturelle, c'est pas, il faut pas du tout penser à l'état de nature de Hobbes, qui est guidé par la violence. Il faut penser à l'idée que la société, elle est instituée quand même par la raison humaine. Et l'homme, il a la raison par nature. Donc, c'est l'idée que une société, elle est peuplée par des individus qui ont une âme rationnelle et qui cherchent en tout cas, qui devraient chercher plutôt, qui devraient chercher à se comporter selon la raison. Voilà. Donc, autrement dit, Marc Aurèle nous dit, je ne cherche pas à répliquer à celui qui me fait du mal, parce que lui, il est pas rationnel, mais moi, je le suis. Moi, je comprends quelle est ma nature, je comprends quelle est la nature de l'univers, et je comprends que finalement, ça me ferait du mal de chercher à répliquer. Voilà, donc au fond, dans ce texte, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que pour bien régler sa pensée, il fallait d'abord voir les choses comme elles sont, voir les choses correctement. Voir les choses correctement, ça implique de ne pas leur ajouter de jugement de valeur, et ça peut impliquer aussi une série de méthodes annexes, comme par exemple, on l'a vu, la méthode de décomposition, réduire un objet à ses composantes essentielles, la méthode d'attribution au destin, hein, tous les événements qui me plaisent ou qui ne me plaisent pas sont attribuables au destin, donc je ne dois pas m'en affliger, et enfin, la méthode qui consiste à attribuer le comportement éventuellement problématique des autres à une forme d'ignorance, ignorance de sa propre nature et ignorance du destin qui gouverne toutes les choses. Donc voilà, hein, bilan, première règle du comportement pour Marc Aurèle, bien se comporter, c'est d'abord bien régler sa pensée et bien décrire, bien voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que nos émotions ont tendance à les interpréter.